Bonjour à tous, bienvenue à la vidéoconférence Kirao Small Cap pour dresser le bilan du deuxième trimestre 2021. Je suis en compagnie de Saad Benlamine, gérant du fonds Kirao Small Cap, accompagné de Bastien Grosselli, analyste sur la stratégie Small Cap, et Eduardo Flores, qui nous a rejoint en début d'année, qui est analyste ISR. On a un support de présentation que vous aurez l'occasion de consulter dans l'outil GoToWebinar. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment de l'intervention à droite de l'outil et nous envoyer un email à p.blaise@kiro.fr si vous rencontrez des difficultés. Je laisse la parole à Saad qui va effectivement dresser un bilan du deuxième trimestre 2021. Bien, merci Armand. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être connectés aussi nombreux à cette conférence. Donc, on va faire un petit point rapide, comme le disait Armand, sur le deuxième trimestre 2021, sur la gestion du fonds et les différents faits marquants de ce trimestre. Pour ceux qui nous connaissent un petit peu moins, je vais faire un petit récap sur le process de gestion, enfin, sur qui nous sommes et ce que nous faisons exactement. On va essayer d'être assez rapide sur cette partie-là, une dizaine de minutes, et puis après on rentrera dans le cœur de ce qu'on a fait sur ce trimestre-là. Donc rapidement notre identité. Donc Kirao, c'est une société de gestion de portefeuille indépendante qui a maintenant 7 ans. Comme vous le savez, on fait du stock picking action pure essentiellement. On vient de dépasser la barre du milliard d'encours au niveau de la structure, au travers principalement de 3 fonds. Kirao Multicap qui fait aujourd'hui, qui a dépassé d'ailleurs les 500 millions d'euros en termes d'encours. Kirao Small Cap qui est donc le fonds que je gère et qui fait l'objet de cette présentation aujourd'hui, qui fait pas loin de 130 millions d'euros, et Kirao Multicap Alpha qui est un fonds à vocation plus patrimoniale qui fait également à peu près 130 millions d'euros en termes d'encours. On est 16 dans la structure aujourd'hui, dont 6 personnes dédiées essentiellement à la gestion des fonds. On a beaucoup travaillé sur la partie ISR, on y reviendra juste après avec Eduardo. On a beaucoup documenté, beaucoup enrichi notre travail analytique sur cette partie-là. Et dernier élément, vous le savez, on est toute équipe de gestion en tout cas très investie dans les fonds. En ce qui concerne, ça représente une part assez importante pour la totalité de nos épargnes financières. Donc, autant vous dire qu'on mange notre propre pain. Sur la slide d'après, on parle rapidement du process, donc quelques éléments clés. L'important chez nous, en tant qu'investisseur, en tant que stock picker, c'est d'être vraiment libre et indépendant sur nos décisions de gestion. On ne délègue vraiment pas la décision d'investissement. Donc, ce qu'on souhaite vraiment, c'est maîtriser nos différentes hypothèses relatives aux sociétés dans lesquelles on investit, d'avoir notre propre horizon de temps et donc nos propres hypothèses d'investissement, parce que on ne veut absolument pas être baladé par le marché. On veut être à n'importe quel moment être capable de dire si le prix proposé par le marché correspond à un intérêt cible intéressant ou pas en ce qui nous concerne. Donc, vous l'aurez compris, il y a un travail analytique assez important qui se fait plutôt dans la durée, entièrement réalisé en interne, dans la durée publication après publication, sur un environnement, sur un univers d'investissement qui est relativement restreint, on le verra juste après. Le but, encore une fois, c'est toujours, in fine, au bout de ce travail, d'avoir une idée précise de la valeur intrinsèque d'une entreprise. Ce process analytique, il est supporté en tout cas par des principes, des repères très tangibles, très immuables dans la durée. On peut en citer quelques-uns. Le premier, c'est que le cours de bourse finit toujours par suivre l'évolution des résultats. Une fois qu'on a dit ça, on a à peu près tout dit. Donc, on a toujours bien ça en tête. Le corollaire de ça, c'est qu'on investit dans les sociétés, pas dans les marchés. Donc, on n'a pas de scénario de marché proprement dit. Par contre, on a des scénarios assez précis sur les entreprises dans lesquelles on investit, sur un horizon de 24, 36 mois, voire un peu plus. On a une démarche qui est absolue avant d'être relative, c'est vraiment essentiel aussi. Un peu comme dans l'immobilier, quand on cherche un rendement locatif, quand on investit dans un appartement, une maison, pour chercher un rendement locatif, on va avoir un rendement absolu cible. C'est la même chose qu'on investit dans une entreprise. On veut obtenir un rendement un peu autour de 10% sur un certain horizon de temps, avec un niveau de risque assez maîtrisé.
Et forcément, ce process de gestion qui est assez chronophage et une fois très analytique, se traduit par un turnover qui est relativement faible, qui fait 20% en moyenne. Ça vous donne aussi une idée de la durée de dépense en moyenne qui est de 4-5 ans en général. Et donc, un portefeuille qui est mécaniquement aussi assez concentré sur nos principales convictions et qui est donc pour vous aussi très très lisible, puisqu'il n'y a pas de complexité particulière à comprendre la performance du fonds. Sur l'univers d'investissement, donc il tourne autour de 250 valeurs, c'est des filtres principalement qualitatifs qu'on va mettre en place, il n'y a pas de screening de plantes chez Kirao. L'approche est vraiment qualitative. Ce qu'on va souvent faire, ce qu'on va apprécier en tout cas, c'est certains secteurs plus que d'autres, parce qu'ils ont des dimensions structurellement plus intéressantes que certains secteurs, ou en tout cas, il y a des secteurs dans lesquels on est mal à l'aise pour pouvoir avoir une vraie valeur ajoutée analytique. Typiquement, dans le secteur bancaire, on y est très peu, voire pas du tout, parce qu'on a beaucoup de mal à comprendre le bilan des banques. Dans le secteur des matières premières, on y est très peu aussi, parce que il y a des facteurs exogènes qui peuvent avoir une influence trop importante par rapport à ce qu'on souhaite. Et inversement, il y a des secteurs qu'on apprécie beaucoup de manière assez structurelle, l'édition logicielle, le luxe, le ferroviaire, les sociétés de services, les ESN, les sociétés de services numériques, pardon, certains médicaments. Enfin, ça reste un panel extrêmement large. En tout cas, il y a des sociétés qui sont capables de générer une croissance intéressante avec un niveau de retour sur quelques employés également très intéressant dans la durée. Le but étant toujours, encore une fois, d'avoir une idée précise de la valorisation du fini pour savoir si on y investit ou pas. Ce qu'on va rechercher dans cet univers-là, c'est très simple. Principalement, c'est une rupture, ce qu'on appelle une rupture, en tout cas un changement dans la vie d'une entreprise. Parce que tant qu'il se passe rien, en fait, le marché fait assez bien son travail. Par contre, dès qu'il se passe quelque chose d'assez structurant, de là peut naître potentiellement l'inefficience. Donc, quand on parle de rupture, ça peut être plein de choses différentes. Ce qu'on retrouve souvent, c'est des grosses acquisitions qui vont avoir un impact assez important sur la photo du compte de résultat à un horizon de temps donné. Ça peut être des cycles d'investissement très, très importants qui ont pesé sur la marge et dont maintenant on va récolter le fruit. Donc, ça peut être différents éléments qui font en tout cas que, encore une fois, une inefficience va naître sur la société et qui en tout cas vont attirer notre œil pour qu'on travaille dessus. Et une fois qu'on a identifié cette rupture, moi je le disais tout à l'heure de manière un peu indirecte en termes de sélection sectorielle, mais ce qui nous intéresse bien sûr, c'est pour maximiser nos chances d'avoir raison sur un scénario donné, c'est d'intervenir sur une société qui a des positions très fortes en termes concurrentiels notamment. Et l'idéal bien sûr étant que ce qu'on voit, en tout cas ce qu'on anticipe, ne soit pas intégré par le marché. Et puis le dernier élément, on en parle beaucoup ces dernières années, mais clairement la dimension ESG vient fortement enrichir notre process analytique. Alors c'est quelque chose qu'on a forcément toujours fait, hein, s'intéresser à la qualité de la gouvernance de l'entreprise. Quand on est actionnaire, c'est un peu le minimum. La dimension sociale et environnementale également, sauf qu'aujourd'hui on va clairement beaucoup plus loin et surtout on documente beaucoup plus ce qu'on fait à ce niveau-là, ce qui nous permet aussi d'un point de vue extérieur d'avoir une visibilité beaucoup plus forte sur ce qu'on fait sur ce sujet-là. Du coup, slide suivante, on va faire un petit point très rapide sur l'effet marquant du trimestre. Donc, ici, un trimestre, c'est un horizon de temps relativement court à l'échelle de ce que nous faisons. Donc, sur la partie SR, je le disais, on a déjà depuis plusieurs trimestres maintenant concrétisé pas mal d'actions. On continue d'enrichir notre processus analytique. D'un point de vue qualitatif, c'est vrai que ça joue beaucoup sur l'appréciation du risque d'une entreprise. Donc, on a renforcé l'équipe avec Edouard qui est à mes côtés. On voit systématiquement les assemblées générales. On continue d'enrichir la bibliothèque de matrice de gouvernance avec des critères entièrement internes, une vingtaine de critères à peu près, qui permettent justement d'avoir une vue beaucoup plus fine sur la qualité de la gouvernance de l'entreprise. Ce qui aussi nous permet d'avoir des échanges plus récurrents avec les entreprises et plus poussés sur certains sujets liés à l'ESG. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un fonds comme le fonds Kirao Small Cap, je le disais, c'est un sujet qui nous a toujours intéressé, mais il est structurellement construit de manière à avoir une notation ISR en tout cas d'assez bonne qualité. Et comme vous pouvez le constater, le fonds a notamment noté 5 globes chez Morningstar à Sustainability. En termes de performance sur le trimestre, on surperforme l'indice. Alors on avait légèrement sous-performé au T1, on récupère une grande partie du retard au T2, donc on fait plus 6 contre plus 4.
Je crois qu'on progresse à peu près 15-16% year to date. On a, chose intéressante, des mouvements qui ont principalement été faits en 2020 durant la crise en fait, sanitaire, en plein cœur de la crise entre mars et juin, en gros, sur le T2 qui s'avère aujourd'hui, qui s'avérait déjà fin 2020, qui continue à être très très contributif en 2021. Et du fait de ces mouvements-là, en fait, la construction du portefeuille était quasiment achevée, enfin, ce que certains appellent la rotation sectorielle, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, mais en tout cas, les mouvements qu'on a fait ont fait qu'on était très, très investi depuis T3 2020 et que mécaniquement, il y a eu très, très peu de mouvements qui ont été faits depuis. On n'a pas attendu que les vaccins, en tout cas que les perspectives de vaccins soient positives pour faire de gros mouvements sur le portefeuille. L'essentiel a déjà été fait en fait, encore une fois, au T2, T3 2020. Donc on reste pleinement investi. Même si, paradoxalement, les marchés peuvent paraître élevés, vous verrez qu'en fait, ils sont extrêmement polarisés avec des sociétés qui nous paraissent très, très intéressantes et à contrario, des sociétés qui nous paraissent extrêmement, je ne vais pas dire dangereuses, mais beaucoup moins intéressantes en tout cas. Je passe maintenant donc du coup la parole à Eduardo qui va vous faire un petit point sur les différentes actions qu'on a menées sur la partie ISR. Bonjour à toutes et à tous. Comme Armand l'a mentionné au début, j'ai rejoint l'équipe de Kirao en début d'année, en mars 2021, dont l'idée étant d'accélérer les démarches de Kirao en matière d'investissement responsable et notamment le déploiement de notre matrice ESG interne au sein de nos fonds, de nos portefeuilles. À travers cette matrice, on étudie 22 critères. On met l'accent sur le pilier de la gouvernance étant un pilier transsectoriel où nous allons étudier 15 critères tels que la composition du conseil d'administration. Là, on va aller voir le taux d'indépendance du conseil, on va aller voir le taux de féminisation du conseil, ainsi que la complémentarité et la qualité des profils du conseil d'administration. Nous allons également étudier avec beaucoup d'attention la rémunération des mandataires sociaux, dirigeants comme non-dirigeants, ainsi que d'autres sujets importants liés à la gouvernance, tels que les droits des actionnaires minoritaires ou les controverses pouvant impacter la gouvernance d'une entreprise. Ensuite, sur le pilier social et le pilier environnemental, nous faisons le même type d'études de façon à prendre des indicateurs transsectoriels. Pour le social, par exemple, nous avons le turnover du personnel ainsi que pour l'environnemental, nous avons les émissions de gaz à effet de serre. Mais également, nous allons faire une étude un peu plus matérielle, si je peux le dire, où nous allons décider et étudier des indicateurs sociaux, sociétaux et environnementaux en fonction de la nature et du secteur de l'entreprise. Par exemple, pour les SS2I, nous allons étudier la consommation d'énergie des data centers et des bureaux, mais également on va faire une analyse précise sur la part provenant de sources renouvelables. Et nous allons étudier l'évolution au cours du temps et faire attention si c'est une progression positive. Ensuite, à la fin de l'étude d'une entreprise, nous aboutissons à une note ESG globale. À ce stade, comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de déployer la matrice sur les 10 premières lignes du portefeuille. L'idée et l'objectif étant, dans les mois à venir, d'atteindre un taux de couverture de au moins 75% et également l'intégration de l'analyse ESG au sein de la gestion. La note ESG s'inscrit comme un pilier additionnel au triptyque Kirao, comme vous pouvez le voir, rupture, solidité et valorisation, plus le pilier ESG. La matrice également nous sert, comme ça l'a mentionné, à avoir un dialogue continu avec les émetteurs. On évoque souvent des risques liés à l'analyse extra-financière. Également, nous participons à des forums dédiés à l'ESG où nous avons déjà interrogé plusieurs fois des émetteurs. Désormais, nous votons à 100% des assemblées générales des sociétés en portefeuille. À ce stade, nous nous sommes opposés à 34% des résolutions, avec un accent notamment sur la rémunération des dirigeants, où en 2021, où nous avons vu
un manque de transparence, si je peux le dire, de la part de beaucoup de sociétés. Par exemple, c'était le cas de la rémunération variable annuelle du directeur général du Bureau Veritas, où à peu près 40% de son bonus annuel reposait sur des critères qualitatifs et où le conseil d'administration a octroyé 100% de cette part qualitative sans vraiment donner des explications ou être très transparent dans cette attribution. C'est dans ce cas-là où nous allons systématiquement nous opposer à des résolutions où il y a un manque de transparence ou des rémunérations excessives. Également, comme vous pouvez voir, l'idée dans les mois à venir, avant la fin de l'année, est de répondre à l'article 8 du SFDR, à savoir que les fonds Kirao soient des produits financiers intégrant des caractéristiques environnementales et sociales, et également investir dans des sociétés ayant des bonnes pratiques de gouvernance. La constitution d'une bibliothèque interne en matière d'ESG ainsi que l'intégration de la matrice dans la gestion vont dans ce sens. Et notre idée est d'avoir une meilleure note en matière d'ESG pour small cap comme multicap par rapport à son indice de comparaison. Merci Eduardo. Donc effectivement, une partie très importante pour nous qui continue à enrichir notre analyse et donc le profil de risque des sociétés dans lesquelles on investit, même si effectivement c'est des choses qu'on regarde depuis longtemps, notamment sur la partie protection des actionnaires minoritaires, mais là on va beaucoup plus loin dans le process, vous l'aurez compris. Quelques mots aussi, parce qu'on souhaite aussi que nos actions aient du sens, et ça aussi c'est pas nouveau, puisque depuis 2020, on a acté le fait de reverser 1% du chiffre d'affaires de la structure à une fondation qui s'appelle Impala Avenir, qui est une fondation qu'on connaît bien, puisque Vasco est administrateur depuis 4-5 ans maintenant, on connaît très très bien les fondateurs de la structure, que plusieurs des collaborateurs de Kirao sont directement et personnellement impliqués dans les projets que porte la fondation, qui, pour faire simple, en fait, a pour but d'incuber et financer des projets. Et ce que je trouve moi personnellement assez passionnant et assez intelligent, et surtout de fédérer en fait de ressources à la fois publiques et privées qui permettent de vraiment faire levier sur beaucoup de choses qui sont déjà présentes et qui peuvent donner des résultats assez impressionnants avec relativement peu de moyens financiers une fois que ces différentes parties prenantes sont mises en relation et donc sont fédérées. Donc ça c'est vraiment je trouve la partie très intelligente du projet qui a pour vocation principalement auprès d'un public jeune d'aider à l'insertion et à la formation professionnelle, plutôt un public de personnes sans formation, souvent déscolarisées, qui vont avoir pour objectif d'être accompagnés vers une autonomisation plus récente. Les projets d'Impala Avenir sont principalement de deux axes, les conduits du numérique, qui maintenant commencent à avoir une assez grande réputation, puisqu'ils ont une vingtaine d'écoles à travers la France. En deux mots, les conduits numériques, ça consiste en fait, il y a un besoin très fort en matière d'installation de fibre optique en France, et donc des pénuries assez importantes en termes de main-d'œuvre. Et donc, les congrès du numérique interviennent pour former des personnels sur ce segment-là. Et d'ailleurs, très récemment, étant donné le succès que ce projet a obtenu, il a été décliné sur l'équipe du bâtiment, qui a une logique très similaire, avec des besoins très forts dans le domaine de l'entretien et de la maintenance de bâtiments, et très peu de main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir y répondre. Donc, ça permet de mettre en relation une offre et une demande de manière assez intéressante. Et le projet, c'est la Maison des Marraines, qui est également un projet qui a vocation à mener vers l'autonomisation, notamment auprès de personnes, plutôt des femmes en l'occurrence, qui n'ont pas accès au logement et donc difficilement accès au travail. Quelques mots maintenant sur le fonds et donc les performances du fonds depuis le début de l'année sur ce deuxième trimestre.
Juste pour rappel, en termes d'identité, le fonds, c'est un fonds qui fait à peu près 130 millions d'euros aujourd'hui, qui est relativement concentré puisque le top 10 représente un peu plus de 40%. Il est investi sur une quarantaine de valeurs. On n'a pas le track ici, mais vous pouvez constater que la performance annualisée du fonds est de l'ordre de 14% depuis sa création, donc c'est un niveau assez élevé. Donc l'indice doit être autour de 7-8% sur la même période. On est noté 5 étoiles chez Morningstar et Cantalis, donc les notes maximales, qui viennent souligner la régularité de la performance, sa qualité, sa capacité à surperformer dans différentes phases de marché, et donc des performances en absolu qui sont assez importantes. Alors là, on a mis un tableau sur les principaux mouvements du fonds sur la période, en fait, non pas du deuxième trimestre ni même du semestre, mais on a voulu revenir depuis début 2020, en fait, depuis la période pré-crise jusqu'à aujourd'hui, puisqu'en fait, c'est là où, encore une fois, les mouvements principaux ont été réalisés au sein du portefeuille. Il faut savoir qu'à peu près, sur le fond, chose assez inhabituelle, il y a eu 30%, enfin, aujourd'hui, dans le portefeuille, il y a 30% des valeurs qui n'étaient pas présentes au sein du portefeuille depuis 2020. Donc, il y a eu des modifications assez importantes, en tout cas, encore une fois, plus que d'habitude. On voit les principaux secteurs, on en a déjà parlé au T1, mais en fait, les choses n'ont pas beaucoup changé, donc on les réitère ici. Les principales variations qui sont assez fortes, c'est qu'on a fortement investi dans le domaine de l'industrie, notamment au T2 2020, parce qu'on a eu des opportunités qui sont créées sur des valeurs comme PSA ou Fiat à l'époque, qui ont depuis fusionné et sont devenus Stellantis, mais c'était aussi l'objet de cet investissement, c'est qu'il y avait une fusion derrière assez structurante et pleine de synergies potentielles. On a beaucoup investi aussi sur Plasticonium, le marché nous a offert à des niveaux qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps. Même logique sur Aquel, c'est un logique routier, ou sur Manito, alors c'est pas dans l'auto, mais c'est dans le domaine industriel, mais avec beaucoup de similitudes finalement, parce qu'il y a un marché qui a très fortement exagéré ce qui pouvait arriver d'un point de vue opérationnel à ces sociétés-là, considérées comme très cycliques. Finalement, elles ont passé un crash test assez impressionnant en 2020, avec certes le soutien des États et des banques centrales, mais tout de même une capacité à résister en période de crise qui a été assez impressionnante. Même logique dans le secteur de la distribution, avec des valeurs comme Seconomy, alors c'est très très spécifique lié à la restructuration de la société qui est sur une bonne marche, et à l'inverse sur Fnac, une maison du monde qui là, un peu dans une logique dans le secteur auto, on pâtit d'une baisse qui nous a paru très rapidement très exagérée. Parce qu'en Fnac, par exemple, est tombé à moins de 450 millions de capitalisation boursière pour plus de 7 milliards de chiffre d'affaires et un niveau de résultat normatif. Alors forcément, pour pas regarder 2020 quand on est en pleine période de crise, mais on sait que c'est une société qui peut faire entre 200 et 300 millions de résultats assez facilement. Avec cette année, ils vont faire probablement plus de 300 millions de résultats opérationnels. Donc on est tombé à des niveaux de valorisation pareil assez dérisoires. Dans le secteur des médias, même logique. Essentiellement sur des sociétés qu'on connaît bien, hein, Publicis, TF1, M6, qui ont pareil souffert d'une baisse assez violente, certes, de leur activité, notamment en avril 2020. Typiquement, c'est des sociétés qui ont vu, alors pas Publicis, mais TF1, M6, qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 80%. Mais ça, c'est pas très grave. Tant mieux si on commence à beaucoup baisser, parce qu'on sait que dès qu'on s'extrait de cette période de crise, le niveau de résultat normatif est quand même clairement différent. Et donc, ça crée des opportunités en termes d'investissement pour nous. Les derniers secteurs sur lesquels on a beaucoup investi aussi, alors lui il vient de zéro, parce on n'y a jamais été investi par le passé, c'est l'immobilier commercial avec des valeurs comme Unibail et Klépierre, mais là notamment pour des raisons de risque de crédit entre autres, mais aussi parce qu'ils avaient des difficultés, ils ont toujours des difficultés opérationnelles liées à la crise, assez mécaniques, hein, mais qui sont pour nous ne sont qu'en partie structurelles, mais le marché a clairement anticipé des décotes trop importantes à nos yeux sur l'actif net réévalué de ces sociétés-là. Et donc, on a fait à peu près 4% du portefeuille. Donc, tous ces achats-là ont été financés avec forcément d'autres valeurs, notamment dans le domaine de la tech. Alors, il n'y a pas de logique sectorielle du tout ici, mais typiquement, on avait plutôt des sociétés, on va dire, des situations spéciales qui étaient sous OPA, notamment avec Ulysse Hervé, qui représentait un point important, à peu près 8% du portefeuille. C'est vraiment du arbitrage M&A qu'on avait volontairement en portefeuille parce qu'on savait que le risque de baisse était très faible, mais il y avait un potentiel de hausse
non négligeable, sauf que la baisse des marchés entraînait un tel différentiel de valorisation qu'on a préféré vendre ces sociétés-là pour financer les achats dont on a parlé. C'est le cas aussi pour Esolista. C'est le cas aussi pour Ingenico qui était sous OPA l'année dernière par Worldline et qui a vu son cours de bourse très très fortement baisser de manière très très compréhensible. Et donc tous ces achats, tous ces ventes pardon, ont permis de financer les achats dont on a parlé. Et puis aussi les liquidités qui sont globalement passées de 7-10% en début d'année à l'heure où nous parlons zéro, parce que full invest aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir aussi, on est entièrement investi sur ce graphique qui montre en fait l'historique des liquidités au sein du portefeuille depuis le lancement du fonds en avril 2015. On a toujours structurellement entre 0 et 5% de cash, on va financer un peu les mouvements qu'on a potentiellement à faire. À partir du deuxième semestre 2017, comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent, on a commencé à avoir pas mal de liquidités en portefeuille parce qu'on commençait à être très mal à l'aise avec les niveaux de valorisation. On commençait tout simplement à vendre certaines valeurs parce qu'elles ne répondaient plus au couvrement de risque qu'on cherchait sur les valeurs en question. Sauf qu'en face, on avait beaucoup de mal à recycler le cash et donc on avait du cash tout simplement jusqu'à, pour avoir monté jusqu'à quasiment 20% en 2018, période durant laquelle les petites et moyennes valeurs ont beaucoup baissé. Et donc, on a très fortement, comme vous pouvez le constater, réinvesti dès la fin 2018 parce que les opportunités sont devenues intéressantes sur beaucoup de valeurs. Et puis, on a progressivement continué de réinvestir parce que les marchés continuaient de répondre à nos exigences. Et forcément, la crise du Covid, complètement imprévisible et très violente, début 2020, a accentué ce mouvement-là puisqu'on a complètement investi le reste des liquidités qu'on avait au sein du portefeuille durant cette période-là. Et donc aujourd'hui, on est clairement full invest avec un potentiel sous nous qu'on a rarement vu sur les 5 dernières années. Si on revient maintenant sur la performance du fonds, depuis cette période pré-crise, on zoomera après sur le S1 et le T2 2021. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est de prendre un tout petit peu de recul et de constater une chose déjà, c'est qu'on a complètement effacé la période de baisse qui a été encore une fois assez forte, puisqu'on a baissé depuis 35% entre le plus haut et le plus bas en l'espace de moins d'un mois. Donc ça, c'est rarement vu historiquement. Donc là, ça paraît petit graphiquement, mais c'était assez impressionnant en termes de mouvement et de rapidité. Aujourd'hui, on est quand même plus de 20%, largement plus de 20% au-dessus des niveaux pré-crise. Donc ça, c'est le premier élément à avoir en tête. La veille, on est donc au plus haut historique. Si on regarde le plus bas aussi, aussi bien indiqué que nous, quasiment tout bu en fait sur les niveaux les plus bas de mars 2016-2018. C'est finalement dans ces moments-là qu'il faut investir plutôt que le contraire. Et ce qui est intéressant pour nous, même si on reparlera de la performance qui est globalement en ligne légèrement inférieure à celle de l'indice, mais qui s'est construite de manière très différente. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les contributeurs à la performance, comme vous pouvez voir en bas sur les différents histogrammes, eh bien, les principaux contributeurs sont vraiment tous, enfin quasiment, à part GEXAO, sont tous le fruit des mouvements qui ont été réalisés durant cette période-là. Typiquement, Stellantis, c'est une société, donc anciennement PSA, FCA, qui n'était pas présente en portefeuille et qui aujourd'hui contribue sur la période à plus de 5 points de performance, donc c'est beaucoup. Ça représente plus de 100% de performance. On en a un point moyen d'à peu près 4,7% sur la période. Aujourd'hui, on est plutôt à 6,5 sur cette ligne-là. Même logique sur PV6, Fnac, Maison du Monde. C'est des sociétés qu'on connaît bien, qu'on avait déjà en portefeuille, mais qu'on a beaucoup moyenné dans la baisse et qui expliquent aujourd'hui cette contribution positive. À l'inverse, on a des contributeurs négatifs, on ne peut pas avoir tout bon tout le temps. On a ACA qui nous pèse. Là, clairement, on pense qu'on va avoir beaucoup de mal à récupérer ce qu'on a perdu sur une valeur comme ACA Technologies. On va avoir un petit peu de temps, probablement. Il y a un vrai impairment de fond. Et puis, il y a d'autres valeurs, pour des raisons plus spécifiques, comme Context ou Indra Sistemas, sur lesquelles on reste relativement confiant par rapport aux perspectives, tout simplement. On pense qu'on a atteint un point bas sur ces deux valeurs-là. Et Atos qui nous pèse aussi un petit peu, on va revenir sur le cas, mais je pense que les 6 prochains mois seront assez décisifs sur la capacité du groupe à reprendre de la vigueur ou pas. Et donc je disais, performance globalement en ligne, un turnover qui a été, alors qui peut paraître faible, mais qui a été finalement assez fort à l'échelle de l'histoire du fonds.
puisque encore une fois, il y a 30% du portefeuille qui n'était pas présent début 2020. Et surtout, l'élément sur lequel j'insiste, qui n'est pas forcément visible de l'extérieur, et qui demandera une vraie introspection, en fait, c'est que cette performance qui paraît très linéaire avec l'effet de l'indice, elle s'est faite de manière complètement différente. On a été complètement absent volontairement de certaines valeurs qui ont explosé en 2020, des valeurs dites Covid, ou en tout cas qui ont bénéficié de cette vague-là. C'est notamment le cas dans la tech, avec certains acteurs qui ont beaucoup progressé. C'est également le cas pour tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est lié de près ou de loin à la transition énergétique. On a eu des cours de bourse, des parcours en tout cas assez impressionnants, mais ça on était clairement absent. Donc il faut bien avoir en tête dans la construction de la performance du fonds, avec selon moi deux conséquences, c'est que le profil de risque de cette performance n'est pas le même que celle de l'indice. Et on le voit aujourd'hui avec pas mal de valeurs qui régressent en 2021 parce qu'elles sont tout simplement montées trop vite. Je ne vais pas vous refaire l'exemple de McPhee qui fait à peu près 15 millions de chiffres d'affaires aujourd'hui, qui est présent dans le domaine de l'hydrogène, avec des électrolyseurs et qui est monté jusqu'à quasiment 900 millions de capitalisation boursière. Donc c'est des niveaux qu'on a en tout cas beaucoup de mal à comprendre et qui aujourd'hui a perdu quasiment 50% sur cette vue. Donc en tout cas, ce que je veux dire, c'est que cette performance est faite de manière assez saine en termes de profil de risque et selon moi avec un potentiel aujourd'hui qui est bien plus important que celui de l'indice, mais ça c'est l'avenir qui nous le dira. Si on zoome maintenant sur la partie du premier semestre, donc en year-to-date, depuis le début de l'année 2021, on a encore une fois une performance globalement en ligne avec celle de l'indice, sous-performe d'à peu près 2 points. Pareil, ce que vous pouvez voir à droite, là on a les différents contributeurs de manière graphique avec des points jaunes et bleus. Vous avez une droite qui symbolise en fait la performance de l'indice. On a ici un rapport poids-performance pour chaque valeur en portefeuille. Et donc, clairement, toutes les sociétés, tous les points qui sont au-dessus de cette droite-là sont les sociétés qui apportent de l'alpha, qui surperforment l'indice sur la période. Et en dessous, celles qui sous-performent, donc sur ce premier semestre, on voit bien, encore une fois, que les principaux contributeurs sont à la fois les principaux poids et surtout les principaux mouvements qui ont été réalisés. Et à contrario, les principaux détracteurs sont plutôt des sociétés comme Seconomy ou Fnac, qui, là, en l'occurrence, ont été très contributrices en 2020, mais qui digèrent, c'est peu de le dire, leur performance en 2021, mais sur lesquelles on n'a vraiment aucune inquiétude, c'est même plutôt le contraire, parce qu'on a plutôt tendance à renforcer ces valeurs-là, notamment économiques. Slide suivante, on va zoomer du coup sur le T2, toujours dans la même logique. Donc là, je le disais, on a une sous-performance au T1, mais on récupère une grande partie de ce retard au T2 avec surperformance de quasiment 2 points. On fait plus 6 contre plus 4 avec toujours la même logique des contributeurs qui sont nos principales convictions et qui sont encore une fois pour beaucoup, pour ne pas dire presque tout hormis IGE, des sociétés qui ont été renforcées en 2020. Et sur les détracteurs, c'est un peu la même logique que je viens de commenter sur le S1. Donc voilà, quelques petits mots, voilà pour le portefeuille, quelques petits mots rapides sur la classe d'actifs que vous avez probablement en tête parce que c'est pas nouveau, on en parle assez régulièrement. Vous voyez à gauche la capacité de l'indice, là on a pris le capital Wall sur longue période parce qu'on a ces données-là. Alors là, c'est dividende non réinvesti, donc il faut réintégrer la partie dividende, forcément qui est près de 2,5 points par an. Mais on a une surperformance assez structurelle, assez régulière, sauf depuis 2018, 2019 également, et une sous-performance en 2021. Les retraités dividendes, c'est beaucoup moins que les 5 points qui figurent ici. Et sur la longue période, on a un TRI qui est quasiment, qui est plus du double que celui des large cap. Donc on a clairement une capacité dans cette classe d'actifs à aller chercher la performance absolue et potentiellement aussi de la référence pour ça, parce qu'on surperforme cet indice-là sur longue période. Et ce qui est intéressant quand on zoome sur les 3 dernières années, vous avez vu juste tout à l'heure avec les histogrammes, on a une sous-performance qui a été assez forte depuis début 2018, qui a été jusqu'à 30% d'écart en fait au plus haut début 2020, et qui tend clairement à se résorber maintenant depuis cette crise sanitaire. Et donc on a une classe d'actifs qui reprend un peu
poil de la bête et qui a tendance à réduire cet écart de valorisation qui d'ailleurs historiquement c'est intéressant parce qu'on a toujours eu plutôt une prime de valorisation small versus large parce que ce type de puissances sont toujours plus intéressantes, elles sont souvent familiales, bien gérées et donc génèrent des retours sur capital employés assez intéressants. Mais là aujourd'hui on n'a quasiment aucune prime en termes de valorisation, on a perdu 20 points d'écart et donc une décote enfin, en tout cas, une absence de prime qui nous paraît un peu déconnante à court terme. Ce message, il se traduit aussi, enfin, il s'illustre aussi par un effet flux qui est historiquement toujours assez fort sur cette classe d'actifs, même si pour nous, c'est un élément technique de court terme qui bien sûr, n'influe pas beaucoup, voire pas du tout sur nos décisions d'investissement et les perspectives du fonds, mais c'est toujours bien d'avoir en tête ce qui se passe au sein de la classe d'actifs pour comprendre un peu sa performance. Et on voit clairement que les encours avaient fortement progressé jusqu'en 2017, donc ce qui explique aussi en partie la performance de la classe d'actifs, et que depuis, c'est complètement l'inverse, jusqu'à avoir atteint un point bas durant la crise sanitaire. Et aujourd'hui, on est sur une dimension beaucoup plus positive en termes de collecte et de performance. Là, ce graphique-là intègre les deux, l'effet marché et l'effet collecte. D'ailleurs, si on aide sur ce graphique-là qui suit, là, on n'a que des collectes pures, sans effet marché. On voit que depuis quelques mois, quelques trimestres, maintenant, on a une collecte positive assez intéressante. Il n'est pas encore très violent, mais en tout cas, il est progressif et il est bien présent. Voilà à peu près pour cette présentation. On va arriver à 35 minutes. Dernière slide pour résumer un petit peu le fonds, qui est un fonds 5 étoiles. Donc, je disais tout à l'heure aussi en introduction, qui est la meilleure note possible chez les organismes qui nous notent, avec un TRI depuis l'origine qui est dans de 14%, mais plutôt autour de 15% sur la parité, qui souligne une performance très régulière, une surperformance aussi très régulière, une capacité à intervenir à des moments clés et donc à surperformer dans différentes phases de marché. Ça, c'est vraiment important pour nous en tant que stock picker parce qu'aujourd'hui, le stock picking, en tout cas, ce processus-là, il est un peu galvaudé. On voit beaucoup de fonds thématiques se dire stock picker, mais en fait, on pense que la nature même d'un stock picker, c'est justement d'être capable de surperformer dans différentes phases de marché. Et on l'a montré par notre process analytique et l'évolution aussi des liquidités au sein du portefeuille, qu'on est capable d'intervenir, en tout cas d'agir de manière pragmatique quand on estime que le marché est survalorisé, en tout cas quand on ne trouve pas d'opportunité, et à l'inverse, quand les opportunités se présentent, comme en fin 2018 ou mars 2020, on sait intervenir de manière assez importante. Cette performance, chose intéressante, c'est faite en plus avec une volatilité bien plus faible que 6,10 sur la période. Et donc aujourd'hui, on a un fonds qui est pleinement investi avec un potentiel qui est vraiment important selon nous, puisqu'on a plutôt du mal on a plutôt nos objectifs d'arbitrage intra-portefeuille, on a plutôt du mal à manquer d'idées, on a plutôt envie d'être investi plus que 100% aujourd'hui. Et donc, comme je vous le disais, on fait essentiellement des arbitrages au sein du portefeuille entre les lignes, ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'il faut trouver à chaque fois une meilleure idée en fait en portefeuille. On a un fonds avec beaucoup de valeurs qui sont, selon nous, malgré un parcours qui peut être un peu impressionnant, typiquement on parlait de Stellantis tout à l'heure, qui sont selon nous loin d'avoir exprimé leur plein potentiel. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire. Et donc on a ici cette slide de conclusion qu'on vous présente à chaque fois avec un processus de gestion, une philosophie d'investissement extrêmement solide, très analytique, avec une approche très absolue, alors je vais comprendre très asymétrique, un track record qui commence à être assez solide, aussi bien pour Fabrice que pour moi, avec une équipe de grande qualité, avec 6 personnes aujourd'hui dédiées à la gestion. Et encore une fois, vous avez ici graphiquement le track du fonds qui a reçu le cap, avec un TRI de l'ordre de 14% depuis l'origine. Voilà, on a à peu près fait le tour sur ce petit bilan trimestriel, et puis je suis avec mes collègues entièrement disponibles pour répondre
à vos éventuelles questions. Merci Saad. Alors, je vous rappelle que le fonds effectivement est disponible sur l'ensemble des contrats d'assurance vie pour nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Je vous rappelle également que vous pouvez poser des questions via GoToWebinar, des questions uniquement à l'écrit. Alors peut-être première question d'un investisseur. On l'a bien compris, on est un stock picker pur et on ne construit pas de scénario de marché. Aujourd'hui, effectivement, il y a des inquiétudes autour du variant Delta. La question est la suivante, comment on protège le portefeuille Kairos Small Cap contre une éventuelle quatrième vague? Saad et Bastien. Alors, je vais répondre assez mécaniquement. Il n'y a pas de protection à proprement dit, parce qu'on ne fait pas d'anticipation sur ce genre de scénario. Ce serait beaucoup trop dangereux. Ce que je peux dire, c'est que, en fait, ces crises ou ces mouvements de marché, encore une fois, j'insiste là-dessus, historiquement, nous ont plutôt servi. Encore une fois, je reviens à 2018 où le marché a perdu quasiment un quart de sa valeur en l'espace d'un trimestre au T4. Ben, on a fortement réinvesti dessus et sur une opportunité qu'on n'aurait pas trouvé en dehors de ce mouvement de baisse. Pareil sur la crise du coronavirus en mars 2020, on a eu des opportunités qui sont en fait qui se présentent pas tous les jours sur les marchés et donc clairement on ne cherche pas à anticiper ce genre de mouvement parce que d'une part on est encore une fois investi sur des investment cases très spécifiques, mais on cherche plutôt à potentiellement en profiter si elle se présente. Donc on est plutôt dans une logique passive, on observe, on connaît parfaitement la valeur intrinsèque des sociétés dans lesquelles on investit, on sait à quel moment ça peut être intéressant. Ensuite, on ne cherche pas à timer. Quand on investit sur Fnac, quand ça vaut 400 millions d'euros en bourse, on ne se dit pas, mince, ça peut valoir 200 millions. On se dit, ça peut faire 50%, ce qui est possible, mais ce n'est pas très grave parce qu'on sait que sur un horizon de 2-3 ans, la valeur intrinsèque du groupe est bien plus élevée que 400 millions d'euros. Et donc, il faut savoir s'extraire de cette tempête court terme, de ces craintes à court terme pour pouvoir gagner de l'argent dans la durée. C'est vraiment cœur dans notre process et c'est, je pense, ce qui nous a toujours été profitable. Donc, on ne cherche clairement pas à anticiper ce qui peut arriver autour du variant Delta ou une éventuelle quatrième vague. Après, le portefeuille, je veux dire, est assez bien positionné en termes de valorisation. Encore une fois, on cherche toujours des rendements risques très asymétriques. Donc, on pense que typiquement sur une société comme Seconomy, on pense que le potentiel de baisse est quand même très, très faible sur ces niveaux-là. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas baisser, mais ça veut dire que le potentiel de baisse par rapport au potentiel de hausse est plutôt favorable selon nous, alors que le rendement risque. Et donc, on prend très, très peu de risques à cet égard-là. Si ça baisse, ben, c'est une bonne nouvelle, c'est comme ça qu'on voit la chose. D'autres choses égales par ailleurs, bien sûr. Ce qui nous inquiéterait plus, c'est que s'il se passait quelque chose de structurel, de changeant dans l'investment case, lié à la société en question et pas forcément lié à son environnement global. Voilà, ce qu'on va plus regarder, c'est l'évolution des parts de marché, l'environnement concurrentiel, les changements managériaux, les changements de stratégie, de discours. Ça va être des choses qui vont potentiellement nous faire bouger sur une valeur. Après, des craintes sur l'éventuelle évolution de la crise. Beaucoup moins, heureusement, parce que typiquement, on a eu une deuxième et une troisième vague, on n'a finalement quasiment pas bougé et bien nous en a pris, parce que sinon on aurait été très sous-investi et très sous-performant. Donc on n'anticipe pas ce genre de mouvement. Merci Saad. Alors effectivement, on a une question, une deuxième question concernant la capacité du fonds. On sait qu'il y a un taux de concentration parfois qui peut être élevé, un univers d'investissement autour de 300 valeurs. Le fonds aujourd'hui fait 130 millions d'euros. Quelle est la capacité maximale du fonds, Saad? Maximale, c'est toujours difficile à dire, mais c'est vrai qu'on a une capacité moyenne mondiale aujourd'hui de l'ordre de 7 milliards. Donc c'est quand même beaucoup plus un fonds de valeur moyenne qu'un fonds micro-cap. On a une médiane qui doit être autour de combien? 1,5 milliard, donc ça reste des sociétés de taille assez importante. On ne parle pas de la pizzeria du coin, comme j'ai l'habitude de dire. On parle de sociétés quand même très, très, très présentes à l'international, avec une certaine taille critique.
et une liquidité qui est quand même assez importante. On l'a pas fait dernièrement, mais il y a quelques mois maintenant, on le fait assez régulièrement. On fait des simulations sur un niveau d'encours et clairement, avec un encours de l'ordre de 300 millions d'euros, ça ne changerait pas drastiquement la liquidité du portefeuille qui aujourd'hui peut être liquidé à plus de 50% en moins d'un jour de bourse. Qui dit, si je me trompe, pardon, je crois que c'est 60% en moins de 3 jours de bourse et plus de 70% en moins de 5 jours de bourse. Donc ces paramètres-là, forcément, évolueraient un petit peu avec un actif du jour au lendemain qui passerait à 300 millions d'euros. Mais clairement, on a une capacité qui peut être de l'ordre de 300 millions d'euros sans aucun souci. Sachant que aussi, d'ici là, on a aussi le temps et la capacité de s'adapter à l'évolution du passif du fonds. Merci Saad. Alors peut-être une autre question sur les flux liés à la classe d'actifs. Est-ce que effectivement on assiste à un retour des flux qui est plutôt ténu, un arrêt de la décollecte? Est-ce que le retour des flux peut-il accélérer la performance de la classe d'actifs? Peut-être quelques éléments aussi ça sur la période 2015 également, sur le parallèle qu'on a pu connaître sur un retard de flux lié à un afflux de liquidités plus prononcé sur les large caps auparavant. Alors, j'ai finalement un petit peu répondu tout à l'heure, je pense, à cette question quand je parlais de la classe d'actifs, mais pour moi, en tant qu'investisseur, en tant que gérant sur le fonds, c'est clairement pas un élément que je prends en considération dans nos décisions d'investissement. Vous l'aurez compris, on investit dans une entreprise parce qu'on pense qu'il y a des flux sur la classe d'actifs qui vont arriver. Après, c'est vrai que empiriquement, en 2015, il y a eu des flux assez importants avec notamment tout le mouvement de baisse des taux qui a été enclenché en 2012 à l'époque de Mario Draghi, qui ont plutôt bénéficié à la classe d'actifs des large cap. Il y avait un vrai retard de valorisation entre les small et les larges, qui a été assez vite comblé derrière, 2015-2016 et même 2017. Aujourd'hui, nous on constate, c'est empirique, il suffit de regarder les données, effectivement qu'il y a eu une décollecte assez importante en 2018-2019. Plus 2020, ça a plutôt tendance à se calmer, voire s'inverser, puisqu'on a, je crois, 400-500 millions de collectes sur la classe d'actifs depuis moins d'un an. Donc voilà, c'est pas des éléments que je prends en considération qui m'intéressent énormément, mais ça peut être effectivement rassurant en termes de point d'entrée, en termes de timing pour certains clients d'un point de vue extérieur, mais je pense que il faut avant tout se concentrer quand on investit dans Kirao et dans un fonds comme Kirao Small-Cap sur plutôt les capacités, les caractéristiques spécifiques du fonds, son track record, ses capacités à surperformer dans différentes phases de marché, ses capacités à intervenir à des bons moments, à générer du vrai alpha avec un risque plus faible. Parce que je pense que dans la durée, c'est ce qui importe et on le voit bien avec 2 crises. Je ne sais pas si je devrais dire ça, mais moi je considère, c'est pour ça que je suis investi dans le fond, que dans la durée, encore une fois, sur un horizon très long, pas 1 an, 2 ans, 3 ans, mais sur un horizon très long, le c'est très très faible, parce qu'on peut le voir pour les 3 dernières années, il y a eu 2 crises assez importantes. En 2018, le marché a fait moins 26 de mémoire, on a fait moins 18. En 2020, on a eu même un drawdown de moins 30, moins 35, on finit l'année à plus 9 ou plus 8. Donc finalement, les crises peuvent être très importantes, mais on démontre une capacité à les surpasser et encore une fois en bénéficier. Donc moi, ce qui m'importe avant tout, c'est vraiment est-ce qu'on ait un fonds qui est capable de surperformer dans la durée, est-ce que le process est solide, est-ce qu'on a une équipe solide, plutôt que de raisonner sur ces logiques de flux. Mais ça peut aider à court terme, mais pour moi, c'est vraiment pas l'essentiel. Merci Saad. Question supplémentaire. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur 2 valeurs qu'on a en portefeuille qui sont Atos et Iliad? On en avait fait lors de notre intervention sur Kirao Multicap. Alors Atos et Iliad qui sont dans des poids relativement modérés au sein de Kirao Small Cap, je le rappelle. Alors, commencer par Iliad, qui est une déception plus de court terme plutôt que de long terme, notamment sur une guidance récente qui déçoit un peu le marché sur la génération de cash, parce qu'en fait,
Évidemment qu'Apex sera un peu moins important que ce que le marché anticipait, mais on regarde dans le cadre de l'animation de caisse, les raisons de cette déception ne sont pas très inquiétantes, en fait, puisqu'elles sont liées à des investissements plus importants, ce qu'on appelle souvent chez nous les phases de semences, dont théoriquement ils vont en tirer les fruits dans les prochaines années. On sait que Lisa Géniel et de manière générale, Iliad n'est pas un groupe qui regarde le prochain trimestre et qui s'intéresse énormément à la déception d'une publication trimestrielle, mais qui a plutôt pour vocation à investir pour pouvoir gagner des parts de marché, se développer et continuer de progresser. Donc, petite déception à court terme sur Iliad, qui est effectivement encore relativement faible au sein du portefeuille. Mais à côté de ça, on a quand même beaucoup d'éléments positifs sur le développement en Italie. Ils viennent d'atteindre le break-even. On a des parts de marché qui continuent à progresser en France, une guerre de prix qui s'est beaucoup calmée. Donc, mécaniquement, il y a une marge qui devrait progresser, continue en tout cas. Et une valorisation qui reste avec les questions qu'on a depuis le début de l'année, je crois qu'on est en baisse de 25% sur la valeur, plutôt très raisonnable, plutôt raisonnable. Donc vraiment pas d'inquiétude particulière sur l'IA, au contraire, mais plutôt à réfléchir pour plutôt en refaire. C'est partie des raisonnements des arbitrages de notre portefeuille que j'évoquais tout à l'heure. Donc clairement, c'est une société que connaît très bien Thomas chez nous, qui est également présente dans Pierre Multicap et sur laquelle on est plutôt en phase d'observation forte pour pouvoir moyenner, sachant que en termes de prix, on est revenu quasiment au niveau de l'OPRA qui avait été faite l'année dernière quand Xavier donc c'était fortement renforcé sur sa propre société. Donc, pas d'inquiétude particulière. Sur Atos, c'est différent. J'avais parlé aussi depuis le cours de bourse n'a pas beaucoup évolué, plutôt un petit peu baissé. Là, la publication a il y a plusieurs éléments de déception sur Atos. Qui paraît encore une fois être un point relativement faible parce que justement, on a un degré de confiance qui n'est pas assez élevé pour avoir une valeur comme Atos dans le top 10, malgré une valorisation qui facialement paraît extrêmement intéressante, puisqu'on est à peine à 5-6 fois le résultat opérationnel, en fait, puisqu'il fait grosso modo 1 milliard de résultats aujourd'hui cette année. Mais on a une croissance organique qui continue de décevoir, notamment au premier trimestre. On a une communication financière plus qu'hasardeuse. On a des problèmes comptables sur un périmètre identifié, pas forcément très important, mais dont on attend des éclaircissements assez importants, notamment à l'occasion de la publication semestrielle qui va arriver dans les prochains jours, fin juillet. Donc clairement, on est dans une situation un peu d'entre-deux sur Atos. C'est ce que je disais au T1, c'est en fait toujours la même chose, puisqu'il n'y a pas eu grand-chose de nouveau d'un point de vue fondamental depuis. On est sur un poids inférieur à 2%, mais on n'a pas assez de confort d'un point de vue qualitatif pour en faire plus, malgré la valorisation extrêmement attrayante, encore une fois, en apparence. Et en même temps, c'est compliqué de vendre sur les niveaux, parce qu'on risque de les vendre quasiment au plus bas, théoriquement en tout cas. C'est pas parce qu'on a l'air aussi qu'elle ne peut pas encore continuer de baisser, mais voilà, on gère ça plutôt par la pondération au sein du portefeuille. Et surtout, on va suivre, on a eu pas mal d'échanges, notamment Thomas chez nous, qui couvre la valeur aussi avec la société dernièrement. Mais on va plutôt attendre de voir ce qui va se passer dans les prochains mois sur l'éclaircissement comptable aux US, même s'il est assez bien identifié, et voir quel peut être l'impact de l'effet mix sur la croissance organique, parce qu'on va avoir une société qui va être capable de retrouver la croissance organique structurée. Merci Sarah. Tu voulais ajouter peut-être quelques éléments sur les valorisations d'Atos? Je viens un peu d'en parler. On est autour de 6 fois le résultat opérationnel. On a un free cash flow qui va être on a 600 millions de free cash à peu près cette année. Thomas n'est pas là pour confirmer, mais je pense qu'on peut être très loin. Pour une capique de l'ordre de 6 milliards, on a zéro dette, pas de risque de crédit. On a quand même eu historiquement une allocation de capital qui a été quand même très pertinente dans ce groupe-là, avec tout ce qui a été fait sur Worldline et une création de valeur. En l'occurrence, maintenant ils sont sortis de la société. Donc effectivement, on a un free cash flow yield, si vous rapportez les 600 millions à 6 milliards de ventes de 10%. Donc c'est plutôt un bon rendement, si on raisonne ne serait-ce qu'en logique obligataire. Même avec zéro croissance, moi ça me va. Tous les ans d'avoir 10% de free cash flow yield.
Maintenant, il faut effectivement que le groupe donne des signaux intéressants sur sa croissance et qui montrent que ben, ce cash flow est soutenable et qu'on ne va pas avoir un niveau de résultat et donc de free cash qui va décroître de manière structurelle. Mais clairement, beaucoup va jouer sur l'allocation du capital, sur les différents mouvements qu'ils vont faire en termes d'acquisition. C'est vrai aussi qu'ils ont beaucoup déçu en voulant faire une acquisition aux US qui sort complètement de ce qu'ils avaient dit en termes de profil, de stratégie et donc de croissance, est-ce que ça implique en termes de croissance. Donc là, ils ont écarté cette acquisition-là, mais on va suivre ça de près. Je pense qu'on est quand même pas très loin d'un niveau très bas quand on raisonne ne serait-ce que ce qu'on fait souvent chez nous en son mode de part. On a finalement la partie qui croît moins, qui est un peu en décroissance, mais qui génère quand même un peu de cash, qui est valorisée à zéro. Ils sont quand même assez forts sur la partie cloud, cybersécurité. Tout ça, mis de côté à part, peut être introduit en bourse sur une valorisation très intéressante. Et donc, on raisonne l'ensemble des parties. On peut avoir, en tout cas, on peut avoir une logique qui consiste à extraire de la valeur assez facilement si on avait une logique purement financière. C'est pas forcément le mode de raisonnement qu'on préfère, mais bon, voilà, il y a quand même un peu de valeur dans cette boîte-là, et donc on n'a pas forcément envie de tout lâcher sur le niveau actuel. Je pense qu'on n'est pas très loin d'un point bas, mais encore une fois, on verra dans les mois à venir. Merci Saad. Alors, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, j'en profite pour remercier l'ensemble de l'équipe. Donc, Saad, Ben Lamine, Bastien Grosselli et évidemment Eduardo Flores. On est évidemment à votre disposition pour répondre à des questions complémentaires auxquelles on n'aurait pas répondu aujourd'hui. Et on vous souhaite un excellent été et d'excellentes vacances. Merci à tous. À bientôt.